j'aurais dû m'approcher comme un peu. Il est super! On est devant un tilleul avec Marie-Claude qui commence à ramasser et à cueillir. Bonjour. Bonjour Marie-Claude. Bonjour! Expliquer que c'est difficile pour moi de gérer ça parce que il y a des gens qui me disent oh dimanche. C'est aussi un jour où voilà, on n'est pas en plein. Vous faites passer. Ouais, ça va. Oh oui, bon, je suis contente. Et alors, vous me récupérerez l'hiver un peu ça comment ça cause Vous voyez cette forme d'œuf en fait, l'arbre, il va faire en sorte de mettre le plus possible de choses au soleil. Et donc sa forme arrondie comme ça fait que c'est le maximum de surface qu'il peut recevoir du soleil. Si c'était carré, il y aurait toujours de l'ombre. Vous voyez, enfin, et puis aussi cette forme là comme ça, voilà, c'est une façon pour l'arbre de se contenir, de rassembler son énergie, tout ça. Et alors, c'est la période de ramasser le tilleul. En beau, comme jamais. Pas du tout comme le matin. C'est à ce moment-là qu'il faut ramasser. Disons que c'est le moment idéal. Oui, des aspects qui sont moins bons ou qu'il faudra se limiter dans le temps. Vous voyez, voilà, le tilleul, non, c'est le tout bon, on va dire. Et on utilise presque beaucoup de choses du tilleul. On peut, autrefois, avec l'écorce, on faisait du papier. Avec l'aubier, on fait un remède qui est très très bon comme dépuratif. Vous voyez, l'aubier de tilleul. Par contre, si on récoltait sur un tilleul l'aubier, on le fait crever. Hein. L'aubier, c'est la partie qui est sous l'écorce. Dans les Pyrénées, vers Roussillon, c'est pas Roussillon ici, hein, et ils cultivent les tilleuls, et c'est du tilleul cultivé quand même. Et donc ils les sacrifient régulièrement pour récolter l'aubier. Et l'aubier, donc ça se présente sous, des fois, si vous allez chez un herboriste, ça se vend encore un peu comme ça. Bon, ici dans la région, il y a à Marseille, hein, chez Blaise par exemple, qui est une pharmacienne depuis plusieurs générations et qui font aussi de l'herboristerie depuis plusieurs générations. Donc ils sont très achalandés, c'est un très bel endroit dans Marseille. Il s'appelle comment? Blaise, B-L-A-I-Z. Et il y en a une autre, mais je sais pas si je vais plus en ville. Moi. Avant, et en haut de la Canebière, il y avait un gars qui s'appelait Michel, l'herboristerie Michel. Je sais pas si elle existe encore. Il y a 20 ans, je suis allée une fois, mais je sais pas si ça existe encore. Autrement, oui, il y a à Lyon, il y a quelques herboristeries encore en France qui sont des pharmacies. Parce que les pharmaciens, s'ils se mettent à l'herboristerie, ils n'ont pas le droit de ne faire que l'herboristerie. Il faut qu'ils vendent tout le reste. Il faut qu'ils fassent moitié-moitié. C'est pour ça que le lobby de la pharmacie est extrêmement puissant. À Vaison, il y a quelques années, il y avait encore quelqu'un qui a dû fermer. Et sinon, moi, j'ai connu Marie-Antoinette Mulot, qui a écrit des livres sur les plantes, qui était à Saint-Gilles. Et déjà, quand j'étais allée la voir, peut-être c'est dans les années 2004, et elle était déjà bien âgée. Voilà, elle est décédée, mais ça doit être avant, hein, parce que je crois qu'elle est morte en 99, que je l'ai vue. Ouais. Et autrement, il y avait un monsieur qui s'appelle Luc Chardonnon, qui habitait vers Saint-Rémy aussi, et qui est décédé aussi, qui était un herboriste. Il y a une femme qui s'appelle Erlinda, c'est moins loin, c'est à l'île, à Saint-Étienne-les-Orgues, qui a une pharmacie et qui fait ça. Herboriste, comme ça. Ouais. C'est les deux en fait. Ouais. C'est très bien cette pharmacie. Ouais. Oui, elle est très branchée. Erlinda, les fleurs de bac et tout ça aussi. Ouais. Voilà, à l'occasion, Ayurveda, enfin plein de trucs parallèles. Apparemment, c'est qu'en France qu'il y a en Italie, apparemment, ce que j'ai compris, il y a des herboristes, il y a beaucoup d'herboristes. C'est tout partout, sauf en France. Et ouais, en France, il y en a une grosse mainmise Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Il y a une petite herboristerie. Faire de beaucoup de choses du tilleul. Donc l'aubier, c'est un truc qui est dur, qui est comme une baguette de bois.
si vous en mettez une ou deux, comme ça, dans 1 litre d'eau, vous le faites bouillir 15 minutes, ça va faire une espèce de liquide un peu rose pâle, que je trouve pas du tout mauvais au goût. C'est un peu fadasse même, c'est assez astringent. Ouais, c'est un goût vraiment spécial. Ouais. En tout cas, c'est pas du tout mauvais. Et si vous avez des problèmes qu'il faut nettoyer le sang, et c'est bien de faire des cures après l'hiver quand on a trop mangé de viande, de gras et tout. Et ou avant l'hiver aussi, avant et après l'hiver, de faire une cure de 2-3 jours. Ou si vous avez le foie encombré, que vous êtes tout barbillé, c'est une des meilleures plantes dépuratives. Alors dépuratif, ça veut dire qu'il nettoie. Alors dépuratif, ça peut nettoyer le foie, le pancréas, la peau, les poumons et l'intestin. C'est les 5 organes souvent qui sont concernés par les plantes dépuratives. Donc il y a l'aspect laxatif, sudorifique, enfin tout ça, ouais. 3 semaines diurétique. Non, 3 jours. 3 jours, ouais, 4 jours. J'ai une question, oui, même pour le foie, parce que moi j'ai souvent fait ça, mais on me faisait faire 2-3 semaines de cure. Oui, ça peut aussi faire plus, ouais. Disons, voilà, faites pas trop plus. Disons, si on fait des cures un peu longues d'une plante, toujours c'est 3 semaines maximum. Oui. Voilà. D'abord parce que si ça n'a pas fait d'effet à ce moment-là, il ne faut plus en espérer. Et là, ça a vraiment bien rincé le corps. Hein. Donc voilà, après il ne faut pas insister, c'est pas la peine de se dépurer. C'est comme il y a des gens que je connais, ils font des jeûnes sans arrêt, même des gens maigres. Et je signale à ce propos que si on est dépressif, il ne faut surtout pas faire de jeûne, parce que c'est dit nulle part. Ça fait flamber la dépression. Voilà. Et donc je reviens au tilleul. Donc on utilise l'écorce pour faire le papier autrefois, l'aubier comme médecine. Les jeunes feuilles sont comestibles. Vous voyez les très jeunes feuilles au printemps. Elles sont très tendres. Et autrement, bien sûr, il y a les fleurs et aussi les fruits même. Alors les fleurs, je disais, il faut le ramasser plutôt vers 5-6 heures du soir. Les fleurs du tilleul, contrairement à l'infusion qu'on prend dans les cafés qui viennent du Ducros, que ça fait 10 ans qu'elle est dans les sachets là, et qu'elle a été ionisée aux frontières parce qu'elle ne vient pas de France, elle vient des pays de l'Est très souvent. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec du tilleul frais. Du tilleul que vous venez de ramasser, c'est tellement bon qu'on le redécouvre quand on ramasse soi-même et qu'on fait une infusion. Ça n'a rien à voir avec le Ducros, hein, franchement. Et alors ça, c'est une infusion qui a énormément de vertus. Je dirais principalement, en fait, pour des gens qui sont comme nous, où on est souvent encombré, contre l'artériosclérose, c'est-à-dire contre l'encombrement des artères. Vous voyez, le durcissement des artères et tout ça. Alors bien sûr, c'est aussi l'arbre de la paix, de la douceur, rien que le parfum. Il y a des gens qui ont écrit que le parfum du tilleul nous plonge directement dans la nostalgie des moments heureux. Enfin, tellement qu'il y a de la douceur dans ce parfum. Et c'est aussi, bien sûr, calmant. C'est un peu hypotenseur. Voilà, peut-être j'oublie des choses, mais bon. Tu as vu ce que tu disais, c'est le durcissement des artères, et ça permet de les radoucir, et la plante elle radoucit. Voilà. Le tilleul, c'est, si on pense tilleul, c'est douceur, apaisement, tout ça. Autrefois, on en plantait sur les places des villages, et les gens dansaient autour. C'est l'arbre dans les fermes aussi, on mettait un tilleul dans la ferme, dans la cour, et on mettait les tables dessous, on se mettait sous le tilleul. Les abeilles faisaient bzou comme ça, c'était magnifique. Le miel de tilleul aussi, il a des très bonnes vertus.
Le miel de tilleul, par contre, il a un goût presque pharmaceutique. Il est presque vert. Il ressemble pas aux fleurs. Ouais, c'est marrant. Voilà, et puis les fruits du tilleul. Alors bien sûr, si on a ramassé toutes les feuilles, on n'a plus les fruits. Hein. Sur la bractée, la bractée c'est ça. Hein. C'est la partie blanche comme ça. Et si on veut, on peut ramasser que la fleur. Vous voyez, mais aussi la partie bractée, elle a aussi des vertus astringentes. En fait, on pourrait ne cueillir que les fleurs. Bon, et peut-être elle n'aura pas la vertu autant complète qu'en mettant tout. Mais bon, c'est pourquoi pas de faire plus spécifiquement les fleurs. Voilà. Et donc après, il va y avoir une graine, enfin, un fruit. Quand on dit indiescent, on va se rapprocher pour. Asseyez-vous si vous voulez dans l'air. Excuse-moi, voilà, mais bon, on va parler encore. Si vous voulez, si certaines personnes veulent s'asseoir, pas de souci. Asseyez-vous dans l'herbe, hein, plutôt. Hein. Comme ça, je vais vous mettre là, je me rapproche. Dans le serpolet, voilà. Mettez-vous pas sur le chardon Roland. C'est du thym. Non, c'est du serpolet, serpolet de montagne. Voilà, rapprochez-vous. C'est la même famille que le thym. Donc le fruit, qu'on dit indiescent, ça veut dire que cette petite boule qui a des côtes, un peu 5 côtes, dedans elle a une graine. Mais ce fruit il ne s'ouvre pas. Vous voyez, parce qu'il y a des graines, bon, on dit un fruit, mais des fois quand il est à maturité, il s'ouvre et il libère la graine. Là c'est pas le cas, et ça va germer, puis ça va détruire l'enveloppe quand ça tombe en terre et que ça se ressème. Voilà. Et autrefois, on a fait aussi de l'huile avec ces fruits. Quand ils sont mûrs, les graines qui sont dedans contiennent pas mal d'huile. Et il paraît que c'était bon, ouais, que c'était assez agréable. Et aussi une autre chose que j'ai lue, par exemple, jamais personne n'a connu l'huile essentielle de tilleul. Vous voyez, on pourrait penser qu'après tout, avec les fleurs de tilleul qui sont tellement bons, il y a presque pas toutes les plantes ont de l'huile essentielle, mais quand même beaucoup. Et surtout dans les pays méditerranéens où il y a des plantes qui sont exposées à une très très forte chaleur, beaucoup de soleil. En fait, pour se défendre de la chaleur, la plante produit des huiles essentielles qui fait qu'elle se rafraîchit en s'évaporant. Vous voyez, c'est comme si vous mettez une chemise mouillée, en s'évaporant, ça vous rafraîchit. Et bien, plus il y a de soleil, plus la plante fabrique de l'huile essentielle. Et voilà. Donc, en tout cas, le tilleul, il faudrait énormément de fleurs pour faire, parce que ça se fait de l'hydrolat. On distille des fleurs de tilleul, mais plutôt pour faire l'hydrolat, c'est-à-dire récupérer l'eau, la vapeur d'eau qui s'est condensée, qui est passée à travers les fleurs. Mais il y a très très peu d'huile essentielle, très très peu. Alors, ce serait un truc merveilleux à faire, et je pense que, je crois que j'ai lu que c'était, si on prend cette huile essentielle, c'est presque, on a des vertiges, on dort, c'est très soporifique, c'est presque trop calmant, quoi. Bon, c'est vrai que j'aimerais le goûter un jour, ça doit être vraiment spécial, ouais. Voilà. Bon, ben, j'ai presque tout dit sur le tilleul. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est le programme. C'est-à-dire que, bon, tout à l'heure, après le repas, on cueillera un peu de tilleul. Je vous donnerai la recette de la limonade de tilleul, peut-être au repas. Là, maintenant, on va aller voir la douce amère. Et je vous montre. Après, on ira se balader un peu. On ira s'asseoir quelque part pour que je vous cause de la douce amère. Voilà, pas trop longtemps. Et après, on ira ramasser dans un coin que je connais qui n'est pas très loin. Il y a beaucoup de millefeuilles. Et là, vous pourrez cueillir du millefeuille. Et je vous parlerai un peu plus du millefeuille quand on sera assis là-bas. Le millefeuille, c'est une excellente plante médicinale. C'est la plante des femmes.
Mais c'est la plante aussi des guerriers, parce que c'est la plante contre les coupures. C'est la plante des militaires, des blessures. C'est un excellent hémostatique, cicatrisant, anti-hémorragique. Voilà, donc c'est cet aspect-là contre les plaies. Et aussi pour les femmes contre les jambes lourdes, la ménopause. C'est une plante qui compense le fait qu'on a trop d'œstrogène. C'est une plante qu'on dit progestérone-like. Voilà, c'est pour les jeunes filles qui ont leurs règles qui viennent pas ou trop d'abondance des règles. Ça régule un peu tout ça. Voilà, mais je vous en parlerai un peu plus là-bas. Donc l'idée c'est qu'on fait 2-3 km. On va le faire en voiture. Parce que comme je vous disais, il faut qu'on aille manger à midi. Donc peut-être on se groupe dans les voitures, 5 par voiture. Comme ça fait 3-4 voitures. On va là-bas. Je vous montre la plante, je vous en parlerai plus, la douce amère. Et voilà, donc bon, moi je peux prendre 1, 2, 3, 4 personnes qui veulent venir avec moi, puis vous faites pareil avec les autres. Tout le monde voit bien. Alors ça va pas se casser facilement, j'ai oublié mon couteau dans la voiture. Oh bah alors. Oui, il avait pas du tout, c'est ça. Alors la douce amère. Je vais la prendre en photo. Ouais, si vous voulez, je la tiendrai comme ça, puis on le fera. Je vais les faire maintenant. Voilà, dans l'autre sens peut-être. Ah oui, on voit bien comme ça. De plus. Ça y est, tout le monde là? Approche un peu. D'abord, ne bouge plus, c'est-à-dire. Ne bouge pas. Eh, c'est la plante, hein, c'est pas Souris, moi. souris. Ok. On dirait un arbre, tellement dans la photo. C'est l'arbre de la liberté, de la nature. Ça va, comme je fais du tai chi, je peux rester longtemps. Bon, alors, cette plante, peut-être mettez-vous dans l'herbe. Donc là, il y a des... On t'aidera, Catherine. Non, vas-y, assieds-toi. On a un homme fort là qui va vous tirer. Alors, la douce amère, c'est... Alors, si vous voulez étudier les plantes, il faut essayer d'étudier un tout petit peu de botanique, et en particulier, quelle famille appartiennent les plantes dont on parle. Et alors ça, la douce amère, c'est la famille de... Solanacées. Voilà, où on dit solanée, des fois solanacée. Et donc c'est la famille de beaucoup de plantes toxiques et des plantes aussi comestibles, comme l'aubergine, la pomme de terre, les tomates. Ça, c'est des solanées. Comestibles donc, sauf si elles sont vertes, hein, les patates qui ont la peau verte par exemple, il ne faut pas manger la peau. Hein. C'est plein de solanine, c'est un poison la solanine. Voilà, et autrement il y a aussi beaucoup de plantes toxiques dans cette famille de solanées, la belladone, la jusquiame, le datura, la douce amère, voilà. C'est les plantes principales qui sont très toxiques. Hein. Qui servent aussi dans la pharmacie puisqu'on a extrait l'atropine, biocéamine, scopolamine, de la jusquiame ou de la belladone, tout ça. Dans cette plante là, il y a des alcaloïdes, surtout dans les parties vertes, et des saponines. Donc c'est deux choses qui sont neurotoxiques, qui peuvent donner
des symptômes si on consommait beaucoup les baies vertes. Vous voyez, les baies vertes contiennent énormément de solanine. Après, elles vont devenir rouges et elles seront beaucoup moins nocives, beaucoup moins toxiques. Presque on pourra en manger. Mais bon, elles contiennent quand même quand même certains alcaloïdes et bon, si on en mange 2-3, on va pas tomber raide, hein. Ni même peut-être avoir des symptômes désagréables. Enfin, je vous conseille pas, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui me téléphonent. Ah, mon gamin, il vient de manger des baies là. Ah, je dis, elles sont de quelle couleur? Elles sont rouges. Alors, je dis, ouais, ça va, ouais, vous le surveillez. Non, je l'amène à l'hôpital tout de suite. Je lui dis, bon, bah, ça dépend combien il en a mangé, quoi. Souvent, ils n'en mangent pas. C'est pas très bon, moi j'ai goûté une fois. Il y a beaucoup de graines, c'est pas Oui, il y a beaucoup de très graines. attractif, quoi. Ah, c'est bien, vous goûtez, ouais. Oui. Moi aussi, je goûte tout, ouais. Mais j'ai pas encore goûté celle-là. J'ai goûté la belladone, par exemple, ouais. Voilà, petite quantité. Oh, non, pas la verte. Il veut m'empoisonner. Non, j'ai goûté rouge. Non, mais même une verte, peut-être, ça ferait rien. Hein. Mais bon, je pas envie du citron. Qu'est-ce que je voulais dire ça? Oui, en fait, vous parliez du goût. En fait, la nature est très bien faite parce que la plupart des plantes toxiques ont un mauvais goût. Très amer, souvent très amer. Oui, principalement. Par contre, la belladone, le fruit mûr de la belladone, c'est même une exception. On appelle la cerise du diable. Je pense que la prochaine fois, je vous ferai quelque chose sur la belladone parce qu'il y en a une derrière. Mais elle est toute encombrée là maintenant. Faut que je vienne avec une pince. Et là, j'ai pas bon, on ne peut pas tout parler de tout aujourd'hui. Mais c'est un fruit qui a 5 sépales et qui fait une demi-sphère, le fruit, qui est noir et qui n'a pas un goût désagréable. C'est un peu sucré même, c'est pas désagréable. Il y a pas mal de graines aussi, toutes petites. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont goûté la belladone, comme c'était pas désagréable, ils en ont mangé quand même pas mal, et là, direct hôpital. Hein. Si vous en mangez 20, vous êtes au bord de passer de l'autre côté. Hein. Et avec des symptômes quand même avant pas agréables. C'est-à-dire médriase, photophobie, sécheresse buccale, tachycardie, enfin voilà des choses qui sont... Peut-être je peux vous les dire si vous voulez tenir ça. Parce que je sais pas tout par cœur. Non, mange pas. Il veut manger les... Ah non, je vous interdis, hein. Vous ferez ça loin de moi, pas devant moi. Mais la belladone, c'est dans l'homéopathie. La belladone, c'est comme ça. Mais oui, c'est pour ça. Alors la plupart des plantes toxiques, elles sont utilisées en homéopathie forcément, puisque on utilise l'idée que l'homéopathie c'est si vous consommiez la plante à des doses disons pondérales, enfin qui ne sont pas infinitésimales, vous auriez certains symptômes. Et si vous la consommez à des doses infinitésimales, elle va créer des défenses qu'elle commencerait à faire quand on en mange trop. Vous voyez? Voilà, c'est ça l'idée. Et par exemple, bon, je vous parle quand même de la belladone, mais bon. Voilà, si on en mange quelques-unes, voilà, il y a des troubles visuels, des nausées, ça peut durer 24 heures. Des vomissements, médriase, photophobie, altération de la vue, parfois cécité, déglutition difficile, hyperthermie, tachycardie, hallucination visuelle, auditive, respiration courte, excitation puis hébétude, délire, parfois furieux, difficulté à se tenir debout, rétention urinaire, stupeur, amnésie, dépression cardio-respiratoire, comme avant je vous ai donné le crescendo. Mais en général, si vous voulez, dans les plantes toxiques, les premiers symptômes, c'est des symptômes digestifs, c'est-à-dire nausée, diarrhée. C'est-à-dire le corps déjà se défend tout de suite, il le rejette, par le haut, par le bas. Ça, c'est super bien fait le corps pour ça, hein, c'est incroyable. Et après,
si ça n'a pas suffi, qu'il y a encore du poison dans le corps, il peut y avoir des symptômes cardiovasculaires, respiratoires, paralysie des muscles respiratoires, comme avec la ciguë par exemple. On meurt étouffé, quoi. Et aussi des symptômes neurologiques. Donc voilà. Donc la douce amère, je vous la reprends. La douce amère, elle est pas aussi méchante que ça, parce que elle est en partie médicinale, on va dire, puisque à l'automne, quand elle a perdu ses feuilles, autrefois, on ramassait ses tiges comme ça, et les gamins le long de la route, ils connaissaient cette plante parce que quand vous savez, quand on est gamin, on fait ça là, comme ça. On grignote, on goûte à tout quand on est gamin. Et ils cueillaient un petit bout de tige, c'était amer, puis après non, c'était doux. Donc ils en grignotaient comme ça, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la douce amère. Et c'est une plante qui est très bonne contre tous les problèmes de peau. Vous voyez, eczéma, herpès, tout ça. C'est un nettoyant du sang aussi. Mais il faut le faire sous certaines conditions. Il faut ramasser les tiges, les fendre, les faire sécher. Et après, il faut commencer une cure de 2-3 semaines, plus même, 2 mois, je crois, 2 mois. Dans certains livres, il dit ça. On commence avec 10 grammes par litre. Et toute la journée, on boit l'infusion. Et on fait décoction. Et après, on augmente la dose. 15 grammes, 20 grammes, juste sur 2 mois. Vous voyez, jusqu'à 40 grammes, et après, on arrête. 40 grammes, ça me paraît beaucoup même, mais... Ouais, je ne l'ai jamais fait, hein. Mais voilà. Autrement, la partie la plus toxique, c'est les parties vertes. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la solanine qui est abondante quand la plante est verte, comme les pommes de terre qui ont pris le soleil, elles sont vertes. Là, il y a beaucoup de solanine. La solanine, c'est un poison. C'est un poison du cœur. C'est pas bon du tout. Alors, je vais vous la faire passer. Comme ça, vous regardez bien la fleur. La fleur, c'est une petite merveille. Alors, les anthères, elles sont groupées en bec, comme ça. Et tout autour, à la base des pétales, qui sont en étoile, 5, il y a des petits points, des petites taches blanches. C'est vraiment magnifique. Ah, une autre chose aussi, c'est les feuilles de la base. Elles sont entières. Vous voyez, elles sont presque en forme de cœur, pas tout à fait. Et après, plus la plante elle grandit, je vous en montre une, elle fait 2 petits ailerons. Vous voyez? Comme ça là. Voilà, alors ça c'est une plante en fait aussi, j'ai oublié de dire, sa description botanique on va dire. C'est une plante qui est assez souple, qui n'est pas très raide et qui n'a pas de crochet et tout ça. Et par exemple, elle peut très bien, si elle pousse là, alors elle grimpe et puis elle s'appuie sur une autre, puis elle grimpe encore, elle s'appuie et elle peut faire 3 mètres de long. Elle peut faire carrément une espèce de liane, mais sans crochet, sans vous voyez, comme la passiflore qui fait des vrilles, elle n'a pas de crochet, aucune. Juste elle s'appuie. Voilà, vous pouvez regarder la fleur, surtout là, celle-là, elle est magnifique. Et les graines, enfin les fruits. Et je vais vous lire ce que j'avais noté pour voir si j'ai pas oublié des choses. Voilà, donc les feuilles et les baies contiennent des glucoalcaloïdes stéroïques, dont des solanines, responsables de troubles rénaux, neuromusculaires, cardio-respiratoires et des saponosides hémolytiques à forte dose. Alors hémolytiques, ça veut dire qu'ils font éclater les globules rouges. Vous voyez, c'est pas sympa comme truc. La concentration en solanine devient très faible lorsque la baie devient rouge, comme dans le cas de la tomate. Alors ce que j'ai jamais compris, c'est qu'on mange les tomates vertes. Alors je sais pas si c'est la cuisson qui atténue. Alors il y a aussi 2 choses qu'il faut savoir à propos des plantes toxiques. C'est que la cuisson et la dessiccation, très souvent, atténuent
la toxicité de la plante. Vous voyez. Alors peut-être c'est le cas des beignets de tomates vertes. Enfin non, ça c'est piètre d'un film. Confiture, oui. La confiture. C'est sympa d'ailleurs. Ouais, les green zebra, c'est des tomates vertes qu'on mange crues. Il y a une variété. Mais bon, c'est une variété quoi. Non, mais c'est une variété, mais la tomate verte, quand on fait des confitures. Ouais. Oui. Il faut la cuire. Oui, de toute façon, oui. Alors, les baies rouges sont toutefois légèrement toxiques du fait de la présence des saponosides. Leur seuil de toxicité est mal défini. Enfin, moi j'ai fait beaucoup de recherches. Hein. Il n'y a pas énormément de bouquins sur les plantes toxiques, je peux vous dire. J'ai acheté à peu près tout ce qui traînait depuis son temps sur le sujet. Et c'est vrai que c'était pas très abondant. Par contre, l'ingestion d'une dizaine de baies vertes peut produire des troubles graves chez l'enfant. Voilà, chez certaines solanées comestibles, comme l'alkécange, vous voyez, on appelle de l'amour en cage, là. Physalis. Le physalis, voilà, quand la baie est verte, pareil, c'est une solanée aussi cette plante. Elle est toxique, voilà. Les symptômes d'intoxication, l'ingestion des baies suscite de nombreux appels au centre antipoison. Le plus souvent, il s'agit d'une faible consommation de baies rouges, ce qui est sans gravité. Les troubles se limitent à des douleurs abdominales, accompagnées parfois de céphalées. Par contre, l'ingestion des baies vertes ou des feuilles en grande quantité peut provoquer vomissements, diarrhée, étourdissement, fièvre, congestion du visage, crampes musculaires, tachycardie, convulsions, paralysie respiratoire. Donc il faut faire vomir et hospitaliser la personne. Alors les usages, les tiges contiennent la partie médicinale. Donc vous voyez, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est que dans une plante, c'est pas toutes les parties de la plante qui vont être médicinales ou utilisées. Dans certaines plantes, très souvent, c'est les racines et les graines qui concentrent les principes actifs. Vous voyez, comme par exemple le fenouil. La partie médicinale, c'est les graines et les racines. Les racines, par exemple, font partie des 5 plus grands diurétiques. On ramassait autrefois les racines de fenouil comme diurétiques. Mais les graines le font aussi. Hein. Voilà. Et Le fenouil cultivé ou le sauvage? Bon, les deux, hein. Oui. Oui. En général, le sauvage, c'est toujours mieux. Hein. Le sauvage, est toujours plus puissant. Mais bon. Maintenant, on cultive en semi-sauvage aussi des choses. Des plantes sauvages, ensuite, on cultive aussi. Et donc, souvent, c'est les graines et les racines, mais aussi d'autres plantes, ça va être plutôt les fleurs. Les fleurs et les feuilles, comme par exemple l'origan. Vous voyez, il n'y a pas des racines extraordinaires et les graines n'ont aucun intérêt. Le basilic. Vous voyez, le coriandre, encore que le coriandre, on utilise aussi les baies. Mais bon, voilà, ça peut être... Mais séché. Ou l'absinthe, l'armoise, tout ça, c'est les feuilles. Bah, sécher. Pourquoi on fait sécher les plantes? Pour les conserver, hein, c'est tout. Hein. Et aussi, on élimine l'eau. Donc si on fait une macération solaire, c'est vrai que c'est bien de les faire sécher un peu pour qu'il y ait moins d'eau dans l'huile, on va dire. Et aussi pour qu'il y ait moins d'eau dans l'alcool, ou si on fait une pâte mer, de faire sécher un peu. Et si on le met dans l'huile aussi, l'eau va moins se perdre. Voilà, donc là, dans la douce amère, ce sont les tiges. C'est assez rare que ce soit ça. Des fois, dans d'autres plantes, c'est l'écorce, l'aubier, vous voyez. Les tiges constituent la partie médicinale. Elles ont une action dépurative, diurétique, sudorifique, anti-inflammatoire, anti-rhumatismale, et c'était bien connu des herboristes d'autrefois. La décoction des tiges de l'année, donc cette année là, récoltée en automne. Donc venez pas tout ratiboiser à l'automne hein, ici. Je tiens à ce qu'il y ait encore de la douce amère l'année prochaine. Il y en a un peu, mais bon, il n'y en a pas. Trouvez vos endroits. Hein. Enfin, voilà, je vous le dis, hein, méchamment. Voilà, la décoction des tiges de l'année récoltée en automne après la chute des feuilles, fendues et séchées, était employée contre les affections cutanées, les rhumatismes articulaires, l'arthrite, la goutte, la bronchite chronique, la pneumonie, la pleurésie. Donc il faut retenir ça, la peau et les poumons. Et en fait, la peau et les poumons, c'est complètement lié hein, à la médecine chinoise. Et voilà.
Le patient prenait chaque matin à jeun durant 15 jours une tasse de décoction préparée à 10 g de tige par litre d'eau, 20 minutes à feu doux de décoction, puis augmenter la dose progressivement jusqu'à 40 g sur les 2 mois suivants. Cet usage induisant au début des maux passagers sans gravité, vertige, diarrhée. Donc voilà, c'est pas une plante anodine quand même. Faut vraiment avoir des gros problèmes d'eczéma, de sang qui est intoxiqué quoi aussi. Souvent c'est ça. Le reflet de la peau, c'est aussi le reflet du foie avec et le reflet du sang. D'accord. Ouais. Par contre, cette tisane, l'usage de la douce amère est contre-indiqué aux femmes enceintes, aux enfants, en cas d'irritation digestive ou rénale. Les feuilles fraîches broyées étaient employées en cataplasme pour calmer la douleur des brûlures, des contusions ou contre les affections cutanées, eczéma, herpès, psoriasis, acné, abcès, fluoronte, ulcère. Donc ça aussi, on peut utiliser les feuilles que vous faites en cataplasme sur les eczémas. Voilà. Bon, c'est sûr que là, il faut que les plantes soient fraîches. Alors, l'homéopathie utilise, c'est un des grands remèdes de l'homéopathie du Dulcamara. Ça, c'est le nom latin, Solanum dulcamara, Dulcamara, des fois on dit. En traitement de fond contre les verrues et certains troubles chroniques aggravés par temps froid et humide. Ça, c'est très spécifique pour les homéopathies, froid et humide. C'est l'hiver, mais c'est pas froid sec, froid et humide. Les douleurs rhumatismales, les affections respiratoires, asthme, rhinopharyngite. C'est un remède de fond important. Pour les personnes de type psychotique. Psychotique, hein, pas psychotique. Voilà, si vous voulez, maintenant qu'on a bien pris le soleil, on va aller là-bas, je vous parle du millefeuille. Et après, on va ramasser du millefeuille pour que je vais vous montrer là la macération. Et puis, je vous donnerai la recette des choses qu'on fait avec contre la diarrhée. Aussi, c'est une douce amère. Et le fruit de la ronce, c'est excellent. Hein. Ouais. Pas qu'au goût, quoi, c'est pour la santé. À la douce amère, les fruits et maturations sont rouges. Oui, rouges comme des petites tomates. Alors, j'ai vu une plante qui ressemble beaucoup, mais les fruits deviennent presque noirs comme du ceci. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est la... C'est la même famille? Oui, c'est une seule année aussi. Il y en a une jaune. Et alors, attends, ça va me revenir parce que j'ai du trou de mémoire, moi. Je vais le trouver dans le livre, là. Dans le livre? Oui. Et voilà. Ouais. Bon, ici, il y a plein de choses. Hein. Ouais, des fraisiers, ouais. Il y a beaucoup de ronces aussi, des blanchiers, des sauts de Salomon. Ah oui, c'est bien ça, c'est un saut de Salomon, c'est ça? Ouais. D'accord. C'est vrai qu'ici, tu as de quoi t'amuser. Hein. Regarde ça comme c'est beau. Là, c'est un bébé. Le chardon à colle. Un chardon à colle? Ouais. Il dit dans le livre sur les comestibles. Tu vois, c'est comme un jeune artichaut. C'est très très bon, mais c'est une plante qu'il ne faut pas ramasser, elle est en voie de disparition. Elle est en voie de disparition. Interdit le ramassage. C'est une astéracée? Oui, Carline à colle. C'est beau, hein? C'est beau. Et des fois, le cœur, il est gros comme ça. Ouais, ça fait comme un chou. Comme un chardon, ouais. Comme un artichaut. Mais les gens, comme elle est belle. Pour le Ventoux, il y en avait beaucoup. Et à une époque, mais les gens en ramassaient. Et un jour, pareil, il n'y en avait presque plus de carline, tu te rappelles? C'est interdit de ramassage. Hein. Oui. Et quand elle s'ouvre, elle est mauve ou jaune? Non, la fleur. Il n'y a pas de fleur. Il n'y a pas de fleur. Le cœur, là? Ça, c'est le bouton. Oui. Après, ça fait... il n'y a pas de pétales. Il y a des étamines. Et après, ça fait un petit... Quand ça fane, ça fait un petit coussin. Oui. Ça devient tout jaune. Doré. Hein. Comment? Ah, ouais. Ça devient doré tout de suite. Oui, il n'y a pas de couleur. Et les graines sont magnifiques. Elles sont belles. Hein. Et sur le Ventoux, il y a une razzia de carline. Ah ouais, mais ça, faut pas le ramasser. Hein. Et sur le lys, justement, il y en a du côté nord du Ventoux.
Et ça, elles sont vraiment protégées. Hein. Look. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. Les lissards-cadeaux. Il y en a d'autres. Il y en a un autre. Les lissards-cadeaux. J'adore les unités. Oh regarde, il y en a plusieurs. Là. Alors c'est un lys, je sais pas exactement comment. C'est pas exactement le lys Martagon, parce que je crois que le lys Martagon est orange. Oui, j'en ai chez moi dans les Alpes là-bas. On va aller dans les bois là. Pour s'asseoir. C'est du vrai hou ça? Du hou? Là, c'était du vrai hou? Oui. Ici, sur ce plateau, autrefois, il y avait une forêt de hou. D'accord. On va aller par là. Et dehors, être dans la forêt. Oula! Attention, c'est un peu casse-gueule. Attends, on va enlever cette branche. Voilà, on va se mettre par là. Vous faites votre petit coin chacun. Je vais mettre les arbres là. Oh tiens, ils sont embêtés. Voilà, ceux qui veulent s'asseoir, ils s'assoient. Ceux qui veulent Faites m'asseoir moi. Alors, peut-être je vous conseille de vous asseoir parce que vous n'allez pas très bien m'entendre si je m'assois. Pour la souplesse. C'est une forme pour la souplesse. Vous mettez pas derrière là. Catherine, on te relèvera. Tu veux pas te mettre plutôt par là parce que derrière, ça va? Alors, je voulais vous parler de la chilée. J'ai amené une bouteille qui a coulé. La quoi? La chilée millefeuille. La chilée. Parce qu'en fait, alors, la chilée, je vous disais tout à l'heure, c'est la plante des guerriers, des sanguinaires. Disons que la plante qui soigne des blessures, les plaies ouvertes et tout ça. Et aussi la plante des femmes. Et moi, depuis des années, chaque année, je fais une huile de macération solaire, là chez les millefeuilles. Donc ça consiste à ramasser le sommet de la plante, qui est les fleurs, et de les mettre dans l'huile d'olive. Alors j'utilise de l'huile d'olive pour les macérations solaires le plus souvent, parfois de l'huile de sésame, parce que c'est aussi bien pour la peau et c'est plus pénétrant, je trouve. Par contre, l'huile d'olive, c'est celle qui se garde le plus longtemps, le mieux. Elle rancit vraiment pratiquement pas. Et puis de toute façon, quand je fais une huile de macération, j'ai oublié de le dire l'autre fois, moi je mets des huiles essentielles un peu dedans, tu vois, comme de la lavande, des huiles essentielles de lavande. Ou... Après avoir filtré? Oui. Ah d'accord. Oui. D'abord ça parfume, ça peut compléter des vertus, en particulier antiseptiques. Et par exemple avec l'huile d'achillée, bon, j'ai mon habitude, je mets toujours de l'huile essentielle de géranium bourbon qui sent la rose et qui est aussi très astringent. Et comme ça complète un peu la vertu aussi qu'a l'achillée millefeuille d'être astringente. Alors astringent, pour beaucoup de gens, c'est un peu du chinois. Si vous voulez, astringent, c'est une saveur. Et les saveurs, c'est la langue qui les perçoit. Et la langue, en fait, ne perçoit que des saveurs, pas des parfums. C'est le nez qui perçoit les parfums.
Et la langue, elle perçoit les saveurs sucrées, salées, acides, astringents, amères et piquantes. Et maintenant, il y a même une autre qu'ils ont dit, stipeuse, comme ça, qui est par exemple quand on prend un grain de poivre de Sichuan, qui est l'enveloppe de la graine en fait, ça fait une espèce de pétillement sur la langue, comme un truc qui est presque désagréable d'ailleurs. Et alors c'est ça, cette 7e saveur. Mais bon, c'est très rare, hein, voilà. Donc ces 6 saveurs, elles ont chacune des vertus. Vous voyez, c'est la vertu sucrée, elle est nourrissante, adoucissante, la saveur salée, c'est autre chose, etc. Bon. Et la saveur astringente, elle est tonifiante, elle rassemble. Vous voyez, elle est cette saveur que quand vous prenez des prunelles, par exemple, des prunelliers sauvages, la prunelle qui est bleue, là, petite, on appelle des ploches dans le Jura, je vais souvent dans le Jura, et ça fait qu'on peut presque pas glisser la langue contre le palais. Pourquoi? Parce que ça fait que les cellules, avec le contact de liquide du jus de la prune, ils se font comme ça, ils se crispent. Donc ça fait comme des pointes sur chaque cellule et en haut aussi sur le palais. Donc après ça fait comme du papier de verre qui se frotte avec... voilà. Ah, c'est tout à fait ça. Oui. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et alors cette vertu de contraction, elle est très bonne pour quand on a des gencives qui saignent. Vous voyez, quand on est les gencives toutes boursouflées, il y a des gens comme ça, ils ont des problèmes de gencives. À mon avis, c'est qu'ils mangent trop de sucre, mais bon, déjà ils peuvent arrêter le sucre. Mais s'ils prennent des plantes astringentes avec un peu d'eau, ça va resserrer les tissus, les cellules et les tissus, les muqueuses. Ça va les tonifier, ça va cicatriser et ça va être anti-hémorragique. Voilà, et donc en fait, lâcher les millefeuilles, elle a cette vertu d'être bonne pour les blessures parce qu'elle va refermer la plaie, elle va arrêter le sang, elle va permettre une meilleure cicatrisation bien plus rapide. Et si par exemple quelqu'un vient d'être opéré, c'est très bien d'utiliser l'huile d'achillée millefeuille pour une fois que c'est quasiment fermé, voilà. De le faire tous les jours, bien sûr de ne pas se mettre au soleil. C'est quand vous cicatrisez, vous refabriquez des tissus neufs. Et donc si vous vous exposez au soleil, ces tissus ils vont se durcir et ça va marquer la cicatrice plus. Donc quand on a une blessure, il ne faut pas exposer sa cicatrice au soleil. Enfin, le temps que ça se refasse bien. Autrement, elle se marque plus. Voilà, autrement, voilà, si vous voulez que ça cicatrise encore mieux, c'est avec l'huile d'achillée millefeuille, c'est très bon. Et aussi, l'huile d'achillée millefeuille, elle est très bonne pour, on dit très souvent dans les livres, la première vertu qui est citée, c'est contre les hémorroïdes. Parce que c'est une plante qui améliore la circulation veineuse. Et les hémorroïdes, c'est des veines de l'anus, en fait, qui sont distendues et tout ça. Donc ça va les resserrer, ça va les résorber un peu. C'est pour ça que c'est bien pour ça. Autrement, il y a toutes les personnes, souvent des femmes, qui ont des problèmes de circulation veineuse, qui ont une mauvaise circulation, mauvais retour veineux, qui ont des varices, qui ont des jambes gonflées, tout ça. Et ben c'est très bien de se masser les jambes avec l'huile d'achillée millefeuille, ça va aider à circuler mieux pour le retour veineux, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai dit tout à l'heure que cette plante, elle était bonne pour les jeunes filles aussi, mais alors là, en infusion, pour les jeunes filles et pour les autres personnes, et les dames qui ont la ménopause aussi, bien sûr, et puisqu'elle concerne le système de reproduction, on va dire, la gynécologie. Chez les jeunes filles, par exemple, qui ont les règles qui viennent pas bien, qui sont en retard, qui sont trop abondantes, qui sont insuffisantes, en fait, ça régule. Il faut prendre l'infusion d'achillée millefeuille et ça va réparer
amené pour vous montrer l'achillée. Teinture mère, On pourrait le faire en teinture mère, mais finalement l'infusion c'est très très bien. Donc là peut-être tout à l'heure on va ramasser l'achillée. Vous pouvez en ramasser pour faire un petit. Bon moi j'en donne un peu un kiné là, vous voyez, de mon huile. Pour ça j'en fais 1 litre ou 2, mais comme j'en fais pas des quantités astronomiques. Si vous en faites un demi-pot, même un quart de pot, vous en avez pour toute l'année, largement pour vous, vous voyez. Et ça c'est huile... L'huile d'olive. Ouais, donc pour massage, après. Ouais, oui, c'est ça. Comment on fabrique cette chose là, juste en le mettant dans l'huile avec un Alors peu j'ai fait d'uranium? sécher un peu l'achillée, on ramasse que les fleurs. Et après je verse l'huile dessus. Et alors je vous ai montré avec le coup de la gaz là. Bon, je vais pas le dévisser parce que déjà ça a coulé là. J'en ai mis partout. Je vais même le fermer mieux. Il y a un moment précis pour ramasser les fleurs. Eh ben oui, quand elles sont bien en fleurs. Pas fanées, pas trop en bouton. Non, non, elle est très bien. La conservation, tu la gardes combien de temps quand t'as une huile? Alors l'huile après, alors j'ai pas fini sur ça, c'est vrai. La fabrication, donc vous ramassez les fleurs d'achillée. Vous allez les faire sécher 1 jour ou 2. Elles vont contenir moins d'eau. Le séchage, jamais au soleil. Ouais, voilà. Jamais au soleil. De toute façon, aucune plante n'est séchée au soleil. À part des fois les racines, qui sont très dures ou des écorces. Mais pas longtemps non plus, parce que le soleil, ça cuit la plante un peu. Enfin bon, ça décolore la plante souvent, ça fait échapper toutes les huiles essentielles. Enfin bon. Donc vous la faites sécher 1 jour. Oui, dans la l'ombre. Oui. Ouais, pas besoin que ce soit dans le noir. Non. Ça le fait très... Voilà, pas au soleil. Autrefois, on faisait dans les greniers. Voilà. Il faut aussi un endroit qui est quand même un peu chaud et aéré, pas à la cave. Une plante, si elle est dans des bonnes conditions de séchage, en 2-3 jours, elle sèche. Donc là, vous faites une journée, on va dire, vous faites sécher votre achillée. Après, vous le mettez dans une bouteille à gros goulot. Vraiment, pour la rentrée, c'est très dur, et pour la sortir aussi. Et donc là, vous mettez, moi je mets toujours de l'huile bio, enfin moi je suis bio à fond. Hein. Donc vous mettez de l'huile vierge, bio, et vous l'exposez au soleil pendant 3 semaines, 1 mois. Alors avant, je m'étais dit, mais le soleil, ça abîme l'huile. En fait, c'est la chaleur qui fait transformer, qui fait sortir les vertus de la plante. Mais je pense quand même que le soleil a des vertus. Alors du coup, avant je mettais un plastique noir autour de la bouteille pour qu'il ait que la chaleur et pas les rayons du soleil. Puis après je me suis dit, bon c'est sûr autrefois ils n'avaient pas le plastique noir, pour ça qu'ils ne le faisaient pas, j'en sais rien. Mais bon, ils ne le mettaient pas au four non plus, ou dans un endroit chaud, ils le mettaient au soleil. Voilà. Bon, après, l'expérience des ancêtres, des fois il y a des erreurs qui se perpétuent pendant des générations. Hein. Donc il ne faut pas jurer que tout ce qui est ancien, c'est tout ce qu'il y a de mieux. On découvre des choses, on apprend, on peaufine. Voilà, il ne faut pas être une absolutiste du passé. Voilà. Et Tu donc, mets la gaz. comment ? Tu mets la gaz quand tu... Vous mettez la gaz parce que s'il y a encore de l'eau dans la plante, elle va s'évaporer. Autrement, ça fait une condensation et l'eau retombe au fond. Et quand vous allez filtrer, il y a un peu d'eau au fond. Bon, c'est toujours un peu embêtant. Donc vous mettez un élastique. En général, les élastiques, avec le soleil, ils cuisent très vite. Cuise tout de suite. Ou alors vous mettez une petite ficelle. Ouais. Donc au début c'est la gaz et pas le couvercle quoi. Il faut vraiment laisser la gaz. Que la gaz. Ouais, pour que ça Ouais. s'évapore. Voilà, pour qu'il n'y ait pas les mouches qui tombent dedans. Ouais. Et il faut surtout aussi, il faut que ça, là je sais pas tout à fait sûr, mais si, ouais, quand même. Il faut que l'huile elle dépasse la plante. Les fleurs, ouais. Parce que ce qui dépasse va noircir. Ok. Bon après, des fois, ça c'est surtout vrai pour les teintures mères. S'il y a une partie de la plante qui dépasse, ça noircit le haut et ça noircit toute la bouteille. Avec l'huile, non, ça noircit juste les 2-3 trucs qui dépassent. Donc ça va. Voilà, donc vous le laissez au soleil 3 semaines, 1 mois. Après vous le filtrez. Et après, moi je mets des huiles essentielles un peu. Alors vous mettez des trucs que vous aimez. Tu en
pour 1 litre, j'en mets 30 gouttes. Vous voyez, donc pour 100 millilitres, c'est 10 fois moins, 3 gouttes, un peu plus, mais voilà, enfin, peut-être j'en mets plus que 30 gouttes, mais enfin, ça dépend de l'huile essentielle aussi. Voilà. Oui, oui. Moi, quand je fais mes macérats, je les mets dans un papier style fruits et légumes, quoi, papier craft. Ça, le soleil passe un peu, mais pas trop. Ouais, c'est ce que je faisais aussi avant, mais maintenant je mets au soleil. Du tout, Je mets tout au soleil. plein soleil. Voilà. En tout cas pour l'huile de millepertuis, ça change pas vraiment. C'est vrai que quand je le mettais sous cloche, l'huile était rouge pareil. Hein. D'accord. Après il y a peut-être des choses subtiles que je perçois pas. Bien sûr. Par contre après quand vous l'avez mis en bouteille, alors c'est mieux toujours de mettre en petite bouteille. Parce que, pour tout, hein, parce que comme ça, quand vous avez commencé à l'utiliser, il y a de l'air au-dessus, donc l'oxygène, toujours ça altère un produit. Alors un bocal à confiture, c'est bien? Oui, ou des petites bouteilles, et des petits flacons, vous voyez. Comme ça, il y en a qui sont très remplis, il y a très peu d'oxygène au-dessus, ça s'oxyde pas, on va dire. Si ça peut s'oxyder, vous voyez, c'est ça l'idée. Ouais. Voilà, et toujours après le garder dans un endroit qui n'est ni trop chaud ni trop froid et qui est à l'abri de la lumière cette fois. Voilà. Et moi je mets de préférence, des fois je mets dans des bouteilles en verre marron, mais de toute façon je les garde toujours à l'ombre. Hein. Ouais. Et ça peut se garder 3-4 ans. Hein. Surtout si vous rajoutez des huiles essentielles, ça sert aussi de stabilisateur, quoi, de conservateur. Moi je ne mets pas de conservateur. Il y a des gens qui mettent un truc, là, vitamine E ou je sais pas quoi là. Ça se vend dans des choses comme Amazon et tout, mais ça va très bien. Comme Il y en a certains qui conservent d'autres noms. Lesquels, ou dit autrement, lesquels tu utilises toi en huile essentielle? Ben, le lavandin, principalement, et le géranium. Ouais. Bon, après, moi j'ai fait une formation avec l'aromathérapie, je connais bien, j'adore faire des mélanges. Je fais mes propres mélanges, voilà. Le géranium bourbon, c'est la même chose que rosa? Oui, c'est le géranium de Madagascar en fait. Ouais. Je suis née à Madagascar, alors je suis retournée il n'y a pas longtemps. Donc je regarde si j'ai oublié des choses. Ah oui, j'ai pas dit comment ça pousse. Donc la chilée, ça pousse sur les terrains secs. Ah, c'est je dirais plutôt calcaire, où il y a eu des moutons par exemple, où il y a quand même des nitrates, ou des vaches. Comment? Ici, ce n'est pas si bon. Oui. Et ça supporte très bien la sécheresse. Ça pousse en tapis. Pourquoi? Parce qu'en fait la racine fait des stolons, elle fait des tiges souterraines et ça repart comme ça, et souvent c'est en tapis. Et c'est rare qu'on en voit une. Vous voyez, quand on en voit tout un bouquet comme ça. C'est parce qu'il y a les racines qui ont tracé. Et autrement, j'ai oublié de dire, quand la chilée est jeune, elle fait des petites feuilles comme ça, avec des folioles très très découpées, elles-mêmes découpées en petites folioles. Et c'est pour ça qu'on l'appelle millefeuille. Et c'est comestible, c'est assez tendre quand c'est très jeune. Et voilà, c'est un parfum un peu de camomille, parce que la chilée elle contient pas mal de camphre. Voilà. Et autrement, voilà, c'est tout pelouse sèche, talus. Les feuilles sont souples. Et vous voyez là j'ai fait la photo comme ça, c'est des tiges très droites dont on se servait autrefois pour faire des tiges de yiking. Ah ouais? Ouais. Ouais. On les faisait là pour tirer les yiking. Il faut des baguettes. Les baguettes, c'était de la chilée millefeuille. Ouais. Alors, ouais. Et les fleurs, il y a des gens qui appellent ça des ombelles, c'est pas des ombelles, c'est des corymbes. Un corymbe, c'est quelque chose qui se met au sommet
une tige et qui fait comme ça, et il y a une petite tige qui vient là, tout le monde va être pratiquement à la même hauteur, et au bout il y a le bout qui fleurit, et après c'est un peu en spirale. Alors celle-là elle est là, après il y en a une ici, 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 il y en a une ici. Ça fait une espèce de spirale et ça finit par faire un petit plateau. Alors que l'ombelle, c'est au sommet de la tige. Il y a des tiges qui partent toutes du même point, et souvent il y a, au bout de ces toutes petites tiges, il y a des ombellules. Comme le sureau. Du même point. Non, le sureau c'est un corymbe. Il y a de nouveau, là il y a les fleurs. Toutes les apiacées. Voilà, toutes les apiacées, qu'on appelait autrefois ombellifères. C'était plus facile à retenir que c'était des ombelles. Voilà, et donc voilà, on récolte les corymbes de juin à août selon l'altitude. Alors bon, je vous dis rapidement, puisqu'après on va les cueillir. Lâcher les millefeuilles améliore la digestion, dissipe les nausées, combat les flatulences, c'est-à-dire les gaz, les fermentations. Ça assainit, vous voyez, c'est aussi tout l'intestin, cicatrise des petits saignements internes. C'est vrai qu'on l'appelle aussi l'herbe aux coupures, l'herbe de la Saint-Jean, parce qu'elle fleurit à la Saint-Jean. Elle est bactéricide, diurétique, indiquée en cas de rhume, grippe, rhumatisme. Elle est tonifiante, recommandée aux personnes fatiguées nerveusement, asthéniques ou qui manquent d'appétit. Elle améliore la circulation veineuse et s'emploie contre les varices et les hémorroïdes. Il faut boire sa tisane le soir pendant 1 à 2 semaines. Elle atténue les troubles circulatoires de la ménopause, jambes lourdes, bouffées de chaleur. Elle possède une action progestérone-like. Elle est héménagogue et soulage des règles douloureuses. Alors, son infusion, 1 cuillère à soupe de fleurs par litre. Alors, les infusions, je tiens à dire que la plupart des gens font 2 erreurs. Ils mettent trop de plantes et ils ne laissent pas infuser 10 minutes. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'en mettre 3 poignées. Il faut que ça soit agréable aussi. Parce que le côté agréable, ça participe de votre soin. Vous voyez, si c'est un truc infect à boire, bon, on ne fait pas pendant 2 semaines. Ah, ouais. Donc, infuser 10 minutes aussi. 10 minutes. Et il faut la... Mais en fait, je crois qu'il vaut... J'ai mis 10 minutes, mais je crois qu'il vaut mieux 5. Parce que les huiles essentielles, elles s'évaporent autrement. Et autrement, il faut... là, j'avais mis 10, mais bon, depuis, ça fait 10 ans que j'ai fait le bouquin, j'ai appris des choses aussi. Et en fait, elle doit se boire dès qu'elle est prête. Par exemple, c'est pas la peine de faire l'infusion, elle la laisser dans la théière et puis d'en boire le soir. Le soir, elle va être bleue. Donc, elle s'est oxydée. Et en fait, l'huile essentielle d'Achillée millefeuille, elle est bleue. Mais c'est pas qu'elle est oxydée, mais c'est sa particularité. Et en tout cas, il faut la boire. Vous la faites, vous la buvez. Oui, c'est ça. Vous attendez pas à 6 heures que ça bleuisse. Parce que, voilà, c'est aussi qu'elle contient des tanins. Et il ne faut pas utiliser des choses en fer. D'ailleurs, pour toutes les plantes à tanins, les tanins, c'est ce qui est très astringent, souvent dans une plante, comme dans le chêne, vous voyez. C'est en contradiction avec, ça fait une mauvaise combinaison avec le fer. L'acier, ça va. Alors, en usage externe, et traitement spécifique des plaies, parce qu'elle est astringente, anti-inflammatoire, antiseptique, hémostatique, cicatrisant. Alors, elle est particulièrement indiquée en lotion, donc c'est-à-dire en tisane aussi. Vous voyez, lotion, ça veut dire l'infusion, mais qu'on passe en externe. Contre les plaies ouvertes, les contusions, les ulcères varicules, les blessures, les bains de siège contre les hémorroïdes. Alors il faudra en mettre un peu plus, des plantes bien sûr, dans l'eau. Et le sucre de la plante fraîche, alors ça il n'y en a pas énormément du sucre dans cette plante, mais c'était autrefois utilisé contre les gerçures et les crevasses. Et l'huile d'Achillée, l'huile solaire, est un remarquable cicatrisant. Elle permet une consolidation des plaies rapide et propre, ce qui contribue à atténuer la marque des cicatrices. Comme toutes les plantes à action hormone-like, elle ne doit pas être prise au long cours. Voilà, ça la plupart des gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de plantes qui sont, qu'on dit hormone-like, c'est-à-dire cortisone-like, œstrogène-like.
like du verbe anglais. Non, le houblon c'est très œstrogène-like. C'est pour ça que les hommes qui boivent beaucoup de bière, ils finissent par avoir des seins. Pratiquement. Ouais. Voilà, bon, on va aller ramasser, lâcher les millefeuilles. On se regroupe. S'il vous plaît. Alors décoction, c'est quand on fait bouillir la plante 10 minutes et qu'on la laisse même encore infuser encore 10 minutes. Infusion, c'est on verse l'eau chaude sur la plante et on attend 10 minutes. Des fois, il y a certaines plantes, il vaut mieux mettre l'eau pas bouillante à 80 ou 60. Elle essaie de refroidir un peu comme la reine des prés par exemple. Il y a des plantes que ça détruit un peu la grosse chaleur, enfin le 100 degrés, ça détruit un peu une partie de la plante. Non, on va pas trop traîner parce que... Quelle heure il est 11h. Claude, juste par rapport aux infusions, quand tu as dit, parce que souvent quand on fait des cures, on nous dit de préparer un litre pour la journée, des choses comme ça. Moi je mets dans une thermos. Oui. Alors quand tu dis pas en fer, une thermos en inox, c'est considéré comme du fer. C'est pas inox. Il y a du fer inox, c'est pareil. Si le fer, il y a un problème avec le truc, l'inox c'est... Tu crois? Ah, sûr, Alors non, pas tout à fait. Ça dépend du taux de carbone que tu mets dans le mélange du fer. Bon. Si vous voulez, on parlera de ça au déjeuner. Parce que j'aimerais bien qu'on aille ramasser la chilée et qu'on soit à midi au resto, autrement on va être dans la carrière. Là, les lavandes, elles sont pas tout à fait fleuries. Hein. Et non, parce que c'est 1000 mètres ici à peu près. Oui, c'est ça la blanche. La mauve, c'est du cercolé, j'en ramasse aussi. Attention, elle a un champignon. Ça va bien. Tu veux L'apéritif maison, le vin, entrée, plat, fromage, dessert, café. Ou le plat du jour à 11 € où vous avez que le plat et si vous voulez juste un dessert après, c'est en plus, par exemple. C'est un exemple. Alors, dans les deux cas aujourd'hui, c'est sanglier à l'ivoirnaise, tomate, capre, olive et lard avec un gratin d'aubergine. S'il y a des personnes qui ne mangent pas de viande, ça sera un taboulé d'épeautre avec le gratin d'aubergine. Ok. Merci. Alors, est-ce qu'on part sur des plats du jour? Oui. Oui. Plat du Tout le jour. monde? Oui. Oui. Allez. Tout le monde Donc, qui ne mange pas de viande? Plat du jour, mais végétarien. Hein? Je prendrais le tableau. tilleul. Ça c'est bien. Vous prenez un parfait, vous savez les bocaux parfaits de 2 litres ou 3 litres même. Et vous mettez, pour 2 litres, vous mettez une poignée de tilleul, une bonne poignée de tilleul. Et vous prenez un citron. Alors moi j'ai fait avec citron vert, c'est très très bon. Et là si les citrons verts ils sont plus petits, donc vous en mettez 2, autrement vous les coupez, vous pressez le jus. Et donc vous mettez tout le citron en entier. Ah, tout le citron. Oui, Le mais jus, coupé, tout le bazar. Et autrement un citron entier, un citron jaune normal. Pareil, coupé, pressé, vous gardez tout, le zeste et tout. Le zeste Et, aussi. ouais. Et vous mettez à peu près 75 grammes par litre de sucre bio, blanc, il n'y a pas de goût là. Disons, ça c'est un peu comme vous voulez, si vous aimez bien sucré ou pas. Mais si on met pas assez de sucre, ça pétille pas, ça fermente pas. Mais du miel un peu aussi. Alors le miel, ça a des levures un peu différentes du sucre. Je sais pas trop ce que ça peut donner. J'ai jamais fait. Voilà, entre 50 et 75 grammes de sucre par litre, ça fait à peu près 3 cuillères à soupe. Vous voyez, de sucre par litre. Et puis, Bonjour. donc vous mettez tout ça ensemble. Le sucre, le citron, l'eau, le tilleul. Moi, j'en veux pas. Vous le laissez 3 jours dans le parfait. Vous le tournez de temps en temps, vous mélangez. Donc ça n'a pas besoin d'être hermétique. Ça n'a pas besoin d'être au soleil. C'est juste dans un endroit où il fait un peu chaud, quoi.
Ça fermente un peu quoi. Voilà, ouais. C'est de l'eau Sans le De l'eau. On met de l'eau qui remplit juste le Oui. bocal. Alors si vous pouvez, mettez de l'eau de source, hein, bien sûr. Sans fermer le bocal. Si vous le fermez. Vous le fermez, mais vous l'ouvrez de temps en temps pour tourner, donc c'est pas... Ouais, pas d'eau du robinet quoi. Bah, l'eau du robinet, il y a de la javel. Ouais, il y a la javel, c'est pas le top. Donc l'eau de source, c'est facile à trouver. Et donc vous le laissez 3 jours. Et après, vous filtrez, vous le mettez dans les bouteilles de limonade, comme ça. Et là, vous attendez 2-3 jours, dans un endroit tiède, que ça fermente. Et ça va buller, ça y est. Donc 3 jours, on filtre après, t'as dit? Oui. 3 jours dans le bocal, Oui. on filtre et on laisse encore 3 jours pour que ça... Oui. Et après, tu le gardes au frais. Parce qu'autrement, ça bulle, ça bulle. Et après, il faut le boire assez rapidement, en fait. Mais bon, c'est tellement bon. Et c'est très rafraîchissant. Est-ce qu'on peut mettre du tilleul séché? Oui. Voilà, voilà. Question, les trucs qui fermentent comme ça, des fois comme le kéfir et ci et là, on dit que ça a des vertus pour le ventre aussi et là. Ça en fait partie ça? C'est fermenté de toute façon. Tout ce qui est fermenté est plutôt bon pour la digestion. Et... Oui. Et autrement, de toute façon, c'est un peu les vertus du tilleul quand même, tu vois. Adoucissant, c'est bon pour l'estomac. Alors, bon, non, merci. Je pense que chacun va se servir parce que moi j'ai mal à l'épaule. Je me sers avant qu'il n'y en ait plus. Non, j'exagère. C'était le verre à vin. Je suis nouille. Attends, mais je cumule. Allez-y, je vous laisse vous servir, j'ai mal à l'épaule. C'est pas grave. Je regarde. Tu vas prendre par la rentrée. Pardon? Ça c'est la carte de l'endroit où on vient de manger. Merci beaucoup. Non, pas par litre. Combien? Une poignée pour 2-3 litres. Heureusement qu'on est dehors, parce que dedans c'est C'est la recette du flan qu'on n'a pas noté. Si j'ai noté moi. Et merci pour la piqûre. Salia disait qu'elle avait du Observation. On est des stars. Ah oui, ça fait marcher un moulin, etc. Là, je suis mort. C'est communal. Ils te représentent toutes les sortes de champignons. D'accord. Il y a des mycologues. Il y avait été il y a quelques années. Et oui, vous avez dit. J'avais pas. J'étais là. Ouvrez la voiture. Alors, moi j'ai pris celui-là.